Castro, bien évidemment. Donc il y a eu des tentatives de renversement du régime duvalieriste qui ont été tentées depuis Cuba. Il y en a une que j'ai évoquée, celle de Jacques-Stéphane Alexis. Il y en a eu d'autres. Il y a eu également régulièrement des dénonciations de ce qui se passait donc, à Haïti à cette époque-là par le régime cubain. Ensuite, après la chute de Duvalier, Cuba a tenté effectivement d'intervenir et d'intercéder à cette époque-là au niveau d'Haïti, tout en sachant que là aussi c'est des questions de conjoncture, c'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui ont besoin de victoires politiques. Et à la fin des années 80, Cuba, Castro avait mis le paquet en Afrique. Il a un peu, je pense, raté l'opportunité au moment de la chute donc, de Duvalier d'être davantage présent en Haïti. Néanmoins, la contrepartie, c'est la réussite, la bataille de Puito Canavale au niveau de l'Angola et donc la libération donc, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Ensuite, les Américains ont quand même été très présents dans les années 90-2000. Ils n'ont pas laissé Cuba réellement s'implanter ou travailler avec Haïti. On est dans deux pays qui ont connu deux formes d'embargo respectifs. Le cas du Venezuela, oui, il est plus intéressant parce qu'effectivement, il y a une importante diaspora haïtienne au Venezuela, historiquement parlant. Chavez a inscrit donc, la libération de Haïti, l'émancipation de Haïti dans sa vision géopolitique. Lorsqu'il relance l'ALBA, il vise très clairement justement l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, un mouvement populaire qui devait contrer en fait l'hégémonie américaine. Il a vraiment des projets de développement, de partenariats sociaux avec Haïti. Il y a quelques partenariats qui sont menés à l'échelle locale. Néanmoins, ce qui plombe Haïti, c'est l'absence de souveraineté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur valable ou crédible avec lequel parler, puisque la plupart des dirigeants qui ont été mis en place étaient des fonctionnaires de la Banque mondiale, du FMI, des premiers ministres de fortune, qui bien évidemment ne voulaient pas rentrer en fait, dans des projets d'émancipation, mais qui maintenaient le principe de l'aide. Or, la politique d'aide du Venezuela, c'était une politique de réappropriation des ressources. Donc forcément, ça n'a pas pu coller à ce niveau-là. Maintenant, sur la question énergétique, il y a en Haïti une grave crise énergétique, une sérieuse crise énergétique, qui n'est pas sans rappeler celle qu'on connaît dans pas mal de pays africains, sauf que dans le cas d'Haïti, le potentiel est extrêmement limité, de par la superficie donc, du territoire, de par la situation écologique du territoire également, de par le fait que la plupart des ressources sont dilapidées dans le maintien de choses qui n'ont pas lieu d'être. Haïti dépense énormément pour maintenir une bureaucratie, pour maintenir la présence onusienne, puisqu'il faut savoir, pour Haïti comme pour tous les pays africains, lorsque l'ONU est présente dans ces pays-là, c'est au gouvernement qui accueille entre guillemets l'ONU de payer les frais. Il faut payer les bâtiments. Quand il y a une mission des Nations Unies, c'est à l'État haïtien de payer les bâtiments. C'est pareil dans tous les États. Et ce qui explique le fait que nos États africains ou caribéens qui sont en proie à l'ONU sont tout simplement des vaches à lait. Et donc, logiquement, l'ONU ne veut pas partir. Et ça aussi, ce sont des problématiques qui sont extrêmement inquiétantes parce qu'on est vraiment bloqué dans des modes de fonctionnement qui empêchent tout simplement de reprendre le contrôle des ressources, de reprendre le contrôle politique de ce que l'on veut organiser, de ce que l'on veut proposer aux populations. Et le cas d'Aristide, en fait, il est vraiment emblématique parce que là, on avait un dirigeant qui, au départ, après lui-même, a été assez corrompu. Il a été aussi dans des scandales, mais pas aussi intense que ceux qu'il affrontait. Il y avait vraiment cette idée qu'on allait mettre le peuple au centre des enjeux, qu'on allait vraiment construire Haïti, qu'on allait vraiment construire une société. Et tout cela a été détruit. Et c'est assez intéressant de voir que les ONG internationales n'ont jamais soutenu Aristide, alors que Aristide a toujours été le candidat des pauvres. C'est-à-dire que les ONG humanitaires qui sont censées venir en aide aux pauvres n'ont jamais soutenu un président local qui, lui, justement, était le seul à avoir dans son programme l'aide envers les pauvres. Donc ça montre à quel point il y a cette
animosité de la part du milieu humanitaire de ces grosses ONG vis-à-vis de tous les dirigeants africains ou autres qui souhaiteraient tout simplement utiliser les ressources de leur pays pour leur population et sortir justement de cette dépendance, qu'elle soit alimentaire, énergétique ou autre. Moi, peut-être, je voulais faire lien avec la première intervention de notre camarade sur la question du syndicalisme, sachant que, on va dire, en tout cas pour moi, le syndicalisme, quand je vois comment ça se passe en France, c'est censé être un intermédiaire entre les droits des travailleurs et le gouvernement, mais il y a toujours eu plutôt une tendance pour le syndicalisme de se rallier en règle générale au système oligarchique. Et du fait qu'il y ait une revendication pour la libération, notamment des peuples des Antilles, déjà, voilà, avoir plus de précision par rapport à ça, parce que ça me paraît, la CGT par exemple, me paraît très éloignée, et ça ne la concerne pas de prime abord, je pense, n'est pas concernée par les problèmes caribéens ou autres. Et vu qu'on a parlé aussi du LKP, j'aurais voulu avoir aussi plus de précision sur ce qui se passe concrètement sur le terrain en Guadeloupe, et notamment parce qu'on a fait référence à la question des petits territoires, et on voit dans l'histoire que les petits territoires ont souvent été associés à des grandes luttes de libération, que ce soit Cuba ou en tout cas des tentatives très fortes. Je voudrais savoir, en tout cas sur place en Guadeloupe, est-ce qu'il y a des réflexions autour de ces questions-là concrètes? Voilà, je ne sais pas, voilà, notre camarade, je pensais qu'il allait venir ensuite pour discuter, mais voilà, ça peut être... Il est là, hein. Oui. Pascal, ouais. Voilà. Pour te répondre par rapport à la CGT, effectivement, il avait un peu annoncé la couleur avec la CGT qui n'est pas très... Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire un peu. Ils font un travail de fond justement pour sensibiliser le peuple à... Sur les questions même peut-être sur la question de l'indépendantisme ou des luttes de libération telles que ça s'est posé dans un certain contexte, en Haïti, bon, dans notre contexte. Est-ce qu'il y a des réflexions autour de ça, ou bien, parce que je ne connais pas bien moi, le travail du LKP, des Igomota ou autres, je demandais du coup s'il y avait un travail qui se faisait sur place en Guadeloupe sur des réflexions, ou même des propositions d'actions sur le long terme, sur la libération nationale ou insulaire. Voilà. Après, aux Antilles, je pense qu'il y a quand même un travail qui se fait, justement, parce que je pense qu'il n'a pas engendré une action ici pour justement baisser les bras, parce qu'après, ça sera aussi l'exemple, il n'aurait pas donné la suite. Voilà. Mais après, voilà, c'est qu'on a quand même, comme on a parlé d'aliénation, c'est où qu'on se rend compte que l'emprise de l'aliénation du système capitaliste, il y a encore à étudier là-dessus pour trouver comment justement faire comprendre ou désaliéner en fait un peuple dans son ensemble en fait. Parce qu'après le travail se fait, mais se fait à petite échelle par rapport à ce qu'on voudrait faire et l'importance de ce qu'il y a à faire en fait. Voilà. Mais ça se fait, le travail continue comme ça peut se faire pour l'instant. En fait. Je peux prendre la parole 2 minutes parce qu'effectivement, il faut faire attention. Tu m'arrêtes si je dis des conneries. Je ne pense pas que je vais dire des conneries. Le LKP, c'est Lienage contre profitation. Quand Domota, ils ont fait plein de réunions au préalable pour pouvoir réunir, rassembler tous les mouvements syndicaux de la Guadeloupe autour de ce principe de la vie chère, des problèmes d'aliénation, de colonisation. Ça part de là, le LKP. Et à la base, c'était le prix de l'essence qui était vraiment exorbitant. D'autant plus que dans la Caraïbe, il y a le pétro-Caraïbe, il y a du pétrole qui est fabriqué dans la Caraïbe. Donc, quand tu fais l'étude économique de la production du pétrole et du prix au baril et du prix à la pompe, en Martinique et en Guadeloupe, et quand tu sais que les grandes filières Total, BP, Total, Shell contrôlent, il y a une seule raffinerie pour les DFA, les départements français d'Amérique, il y a une raffinerie. Les DFA, c'est Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc, tu as une raffinerie qui s'appelle la Sahara, qui se trouve à la Martinique. Cette raffinerie, je ne sais pas si ça se produit ailleurs dans le monde, mais cette raffinerie est sous le monopole, sous le contrôle de BP
British Petroleum, de Shell, de Total. Total français. Donc, c'est une stratégie globale, une mainmise sur... bon, après, nous, on devient des vaches à lait, quelque part. Donc, ils définissent le prix. Toutes les stations d'essence vendent le prix au même prix. Il n'y a pas de concurrence. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand le prix baisse ailleurs, le prix il reste pareil chez nous. Donc, ça part de là, le prix de l'essence qui augmente. À l'époque, dans les années 2009, ça commence à monter avant la crise. Ça part de là, la première grève se fait en Guyane, etc. etc. Mais historiquement, Ely Domota est membre de l'UGTG. L'UGTG, c'est un parti politique non, pas l'UGPG, l'UPLG. L'UGTG, c'est le mouvement syndical. L'UPLG, c'est un mouvement politique. L'UPLG, c'est un mouvement politique indépendantiste guadeloupéen. Donc là, pour répondre à ta question, la lutte syndicale que mène le LKP, l'UGTG et les autres mouvements syndicaux, ce sont des personnes qui ont une vision de souveraineté. Qui ont une vision. Seulement, vu l'état aliéné de nos DFA, il est très difficile de mobiliser une population sur des thèmes politiques avec cette solution en clé. Donc il est évident que tu passes par des stratégies d'éducation. Et quand tu écoutais les discours de Ely Domota en 2009, il te parlait de quoi? Arrêter d'aller acheter n'importe quoi dans les supermarchés. Acheter local. Donc c'est du discours politique. Acheter local. Ne dépensez pas de l'argent au PMU. Arrêtez de jouer au cheval. Ça ne va pas vous enrichir plus qu'autre chose. Son discours, c'était ça. Arrêtez de vous faire spolier, d'accepter des mensonges qui viennent d'ailleurs. On est capable ici. C'est ça l'organisation. Le LKP, effectivement, il n'a pas voulu que ce soit récupéré politiquement. Donc il a gardé le mouvement syndical pour pouvoir mener l'action pour que le peuple puisse s'enrichir intellectuellement, politiquement. Mais à la base, il y a vraiment de la réflexion. Et le LKP en Guadeloupe et le comité 5 février en Martinique, qui est aussi mené par des mouvements syndicaux martiniquais et aussi des mouvements indépendantistes qui suivent avec puisque les couleurs en Martinique, c'est le rouge qui vient du drapeau martiniquais, c'est la partie rouge, vert, noir, c'est le drapeau indépendantiste martiniquais, qui flottait pendant toutes les manifestations de 2009 en Martinique. Donc, le mouvement, il n'est pas mort. Le mouvement LKP vit toujours. L'idée de dépendance en Guadeloupe et en Martinique existe vraiment. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des luttes politiques qui datent depuis... si on fait une sorte d'analogie avec les luttes syndicales, la Martinique et la Guadeloupe sont jonchées de dates comme ça, de révolution, de révolte d'esclaves, de révolution agricole. On a une date qui est symbolique pour nous, c'est en septembre 1870, où c'est la première fois où les Noirs, les esclaves, donc ils étaient esclaves, ils sont passés après le code de l'indigénat, après 1848, donc ils sont toujours esclaves entre guillemets. Ils se sont révoltés et ils ont brandi l'idée de souveraineté nationale. En 21 septembre 1970, c'est la première fois qu'un groupe de Noirs, d'esclaves, revendiquaient, mettaient carrément la question politique sur la table. Ensuite, il y a eu plein de révoltes agricoles. En Guadeloupe, il y a eu en 58, le massacre de 58, où l'État français refuse encore de dire combien de morts il y a eu vraiment, etc. etc. Décembre 59 en Martinique, février 74, on a tout, et on arrive en 2009, où il y a eu un mort, heureusement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est une suite infinie de révoltes, de mouvements syndicaux, de mouvements assez et qui ont toujours derrière ce combat politique de prise de pouvoir, de souveraineté, de faire par soi-même pour soi-même. C'est-à-dire, je vais faire court parce que le temps passe, mais en fait, il y a plus une stratégie dans l'ensemble de subversion
C'est-à-dire de ne pas dépasser le syndicalisme, c'est ça le problème. Voilà, et pas de ce qu'on appellerait une dissidence, et puis de créer sur un modèle comme ce qu'ils ont pu faire avant, soit le socialisme ou la théologie de la libération, toutes ces choses-là. Ouais. C'est des choses qui se posent pas tout à fait là-bas, en fait. C'était plus ça. En fait, c'est compliqué. Voilà, si on rentre dans le cas des départements français d'Amérique, des colonies françaises, c'est assez compliqué. Non, il le dira mieux que moi peut-être. Césaire, il est encore mieux que moi, mais c'est assez compliqué parce que quand tu es en face une stratégie de domination à la française, quand on te bombarde tous les jours de pâtes et de gâteaux et de beaux films de télévision gratuits, quand tu comprends que non, même pas encore, mais ça vient de là. Quand tu comprends que il est 10 000 fois plus facile d'avoir un crédit pour une voiture qu'un crédit pour une maison, quand tu sais que la plupart des terres, et tout ça c'est dans le discours de Domota et des Martiniquais, quand tu sais que la plupart des terres les bonnes terres sont propriété des anciens esclavagistes, quand tu sais que tout cela, la France, l'État français, je parle pas du peuple français, l'État français, la société, l'État français favorise. Tu baisses le ton pour moi. Non, je dis non, je disais l'État français, non, c'est pour bien, c'est politique. C'est politique. Il y a rien d'anti-français dans ce que je dis. C'est des stratégies politiques, c'est des mises en place de lois qui permettent, qui favorisent une caste contre une autre. Et quand ils nous parlent chaque fois là aujourd'hui, si vous suivez les informations sur les colonies françaises, vous allez entendre, il y a un gars qui porte ça, un Antillais, il parle d'égalité réelle. Il parle d'égalité réelle, donc la France joue avec ça. L'égalité réelle, c'est quoi? C'est-à-dire que tu peux acheter quelque chose à 5 € en France, tu vas le payer 5 € en Martinique. Alors que tu sais que économiquement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est mentir au peuple. Et quand en face, le peuple, on lui dit ça, il va aller voter pour les personnes qui lui disent ça. Ils ne vont jamais arrêter d'aller au PMU. Donc, Domota, ils vont applaudir Domota dans les discours, ils vont aller marcher avec Domota, mais derrière, ils vont pousser leur caddie. Et c'est comme voilà, et c'est contre ça qu'il faut aussi se battre. C'est pour ça que je te dis que c'est très compliqué quand tu te bats contre une société qui est capable de te vendre du rêve. Le peuple, il prend le rêve, il ne prend pas la réalité du terrain. On est dans cette situation-là. Et on est toujours au département français. Donc, on est on est à l'époque des colonnats, on a un représentant à l'État français, on a des secrétaires d'État, c'est comme les années... Le ministre de l'Outre-mer qui dit que l'esclavage c'était une bonne... Comment elle a dit ça? Elle a dit que c'était les fondamentaux d'une société. C'est-à-dire que... Harrison. Oui, je me souviens, ça s'appelle pour l'ange vert. Oui, vas-y. Moi j'ai une question. D'autres questions? Moi je voulais savoir justement la méthode en fait de libération d'Amilcar Cabral, comme Che Guevara d'ailleurs, est-ce qu'elle peut être applicable aujourd'hui en Afrique et même dans la Caraïbe, justement dans les pays comme la Guadeloupe, la Martinique, justement des petits pays où je pense que ce serait beaucoup plus facile justement de se libérer dans des petits territoires plus faciles à contrôler. Donc voilà, est-ce que ça pourrait être d'actualité dans les Caraïbes ou en Afrique quoi? Je vais commencer par les campagnes. C'est la théorie du Foucault. Est-ce que la théorie du Foucault elle est toujours aussi pertinente ou est-ce qu'elle a vieilli ou est-ce qu'il y a d'autres formes Je ne vais pas te contre, je vais mettre là comme ça, je réponds tout le monde. Non. Bon. La théorie du Foucault a marché à Cuba, puisqu'ils sont partis de la paysannerie, il peut remonter. Il y a eu en Chine, par exemple, le débat entre Lili San et Mao, c'était la même chose, un peu. Mao a triomphé, puisqu'ils ont fait un peu la même chose, la révolution culturelle, en partant les paysans, tout ça. Mais tout le problème, c'est un problème de contexte aussi. C'est-à-dire que le contexte de l'époque favorisait bien ce genre de lutte. Parce que quand on voit ce que Cabral a fait, sans Sékou Touré,
on dit Sékou Touré, mais Nkrumah à côté aussi alimentait bien le PIGC. L'Afrique du Nord, on en parle très peu aujourd'hui. L'Afrique du Nord a joué un rôle très important. Même le conflit Est-Ouest aussi a joué. C'est-à-dire que la plupart, parce que quand le veut ou non, ça avait pris aussi cette ampleur-là. C'est-à-dire que les pays de l'Est, disons les pays socialistes, ont soutenu massivement. On doit rappeler par exemple le cas de Cuba. Cuba est venu à plusieurs reprises au secours de l'Angola. Par exemple en 1976, l'opération Carlota. Carlota, je rappelle encore, c'est en mémoire d'une esclave qui avait qui avait mené une lutte de libération, enfin des esclaves aussi à Cuba, dans les plantations. Donc Castro voulait lui rendre hommage et a donné le nom de Carlota à cette opération militaire qui a fait mobiliser quand même 18 000 hommes. C'était pas rien. Donc on voit bien que une stratégie du FOCO aujourd'hui, pour que ça fonctionne, il faut remplir toutes ces conditions. Enfin, la plupart des conditions. Cabral a quand même fait une étude entre 61 et 63. D'abord, déplacer la tête de l'organisation à l'extérieur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire la rébellion en gardant la tête de l'organisation sur place. Vous courez le risque de l'étouffement, quelque part. Luché a un peu péri dans sa dernière tentative, parce qu'il était lui-même là sur place, il était devenu le point de la cible principale. Quand les autres savent que les chefs ne sont pas là, ils ne se battent pas de la même manière. D'accord? De 1 et de 2, c'est qu'il faut trouver un pays qui sert de base arrière. Ces pays-là qui ont pris ces risques, c'est la Guinée, le Ghana, pas mal de pays comme ça. Et puis enfin, la question de l'aliénation. C'est-à-dire que l'aliénation n'est pas moins aujourd'hui que hier avec le... Voilà. Donc Cabral a bien pris le temps de créer toute une théorie de la libération. Il faut comprendre que le PIGC, ce n'était pas un parti léniniste, hein. C'était un parti plutôt d'obédience sociale. C'est-à-dire que ce n'était pas un avant-garde des gens qui savent, comme Lénine avait théorisé avec Staline et d'autres tout le temps. Donc il y a toutes ces conditions-là. C'est pour ça que le travail, on peut aboutir à cette stratégie à condition de réussir quand même le travail idéologique. Sans le travail idéologique, même si on a tous les soutiens possibles, je crains que la population ne suive pas. Parce que Cabral a voulu donner les moyens aux gens de se libérer. Le FOCO, c'est ça. Le FOCO, c'est le fait que les gens se libèrent par eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on reprend le contrôle des zones rurales ou de la paysannerie, il faut déjà créer là-bas les conditions de la justice sociale. C'est parce qu'ils vont vivre cette justice sociale qu'ils seront capables de se lever pour dire qu'il faut l'étendre sur tout le territoire. Et ce préalable-là, on ne peut pas l'exclure. Ce préalable-là va donner toutes les possibilités. Peut-être pas que le FOCO. Aujourd'hui, si on voit par exemple comment les milices sont utilisées en Afrique, dans les guerres, on a l'impression d'avoir quasiment des gens sans réflexion. Les gens sont capables de piller leurs propres voisins, il n'y a pas de valeur dans la lutte, il n'y a aucune idéologie qui fonde. C'est-à-dire que c'est des guerres sauvages, en quelque sorte. D'accord? Donc, je pense que arriver à une position de lutte, de libération, il faut quand même remplir un certain nombre de conditions, et parmi lesquelles la question idéologique qui est aujourd'hui le ventre mou des mouvements politiques. Je ne sais pas si vous suivez les débats aujourd'hui dans le cadre d'une élection en Afrique noire, il n'y a quasiment plus de débat idéologique. Non, c'est vrai. On a quasiment des programmes qui sont clonés, ainsi de suite. Donc il faut quand même qu'on se batte pour redonner les lettres de noblesse à la politique. La politique, c'est d'abord une bataille d'idées. Et cette idée de considérer que tous les Africains sont des panafricanistes, ce n'est pas vrai. Un panafricaniste, d'abord, a une conscience historique, a une conscience politique. Parce que tu peux être contre le panafricanisme sans le savoir, parce que tu n'as pas de conscience politique. Parce que tu n'as pas de conscience. Moi, j'ai vu, par exemple, dans certains territoires, en Centrafrique dernièrement, où nous étions partis, des Africains se plaignent parce que, des Centrafricains se plaignent parce que les chauffeurs des voitures de l'ONU étaient souvent des Camerounais. C'est vous dire, c'est-à-dire que c'est lui le problème, le chauffeur camerounais. Et c'est comme ça un peu partout sur le continent. Quand on voit les Sud-Africains, par exemple, où on s'en prend aux Nigérians, aux gens de RDC, en Afrique du Sud, comme c'était eux le problème, alors que le problème, c'est un problème de politique économique que l'ANC aujourd'hui peine à mettre en place.
une vraie politique de redistribution, une vraie politique de justice sociale. Mais ils s'en prennent aux frères africains qui viennent chercher du travail sur place. C'est bien parce qu'il y a une dépolitisation quand même extrême des populations. Alors que le problème est fondamentalement politique. Donc je pense, à mon avis, que pour arriver à une lutte de libération, il faut d'abord régler le problème idéologique. Céline, tu viens du continent, tu vois la question idéologique aujourd'hui sur le continent. Voilà. Mais je voulais dire un truc sur les tribus, le problème entre Camerounais et Centrafricains aussi. Pour revenir sur Haïti, on a le même problème aussi sur l'immigration des Haïtiens dans toute la Caraïbe. Ils sont très mal vus. Ouais, très mal vus. On a eu le cas de comment on appelle Simon, comment on l'appelait, celui qui faisait la propagande dans les radios, Ibo Simon, contre les Haïtiens. Ouh, n'en parle pas. Mais oui, ça relève du même phénomène. Peut-être tu voulais ajouter quelque chose. Non, je voulais dire que pour les départements français d'Amérique, puis aussi de l'océan Indien, la Réunion, je pense que la situation est un peu différente parce que ce sont des départements qui sont finis d'un point de vue territorial. La Martinique, c'est une île, on ne pourra pas l'agrandir. C'est une île dans laquelle il y a effectivement de plus en plus de concentration, de voitures, etc. Il y a un moment où on sera arrivé au maximum des possibilités. Donc à un moment ou à un autre, ce système de consommation il va s'écrouler. Donc ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est penser des systèmes alternatifs, des systèmes de sortie qui permettent de donner en fait des échappatoires au maximum de personnes. Le capitalisme ne disparaîtra jamais du jour au lendemain de la surface de la planète. Mais ce qu'on peut faire, c'est créer des espaces acapitalistes ou anticapitalistes dans lesquels on travaille d'autres projets. Donc c'est des questions d'alternatives et c'est aussi la problématique de la révolution haïtienne. Puisque la révolution de Haïti, de Toussaint Louverture, c'est une révolution qui est anticapitaliste au départ, c'est-à-dire qu'on a détruit toutes les plantations, toutes les usines dans lesquelles on travaillait, sauf qu'il fallait quand même faire tourner l'économie. Donc quand Toussaint Louverture est devenu chef, il a demandé aux anciens esclaves de retourner travailler dans la plantation pour produire. Et beaucoup n'ont pas compris justement ce principe-là, et ont trouvé que Toussaint Louverture n'allait pas assez loin dans la révolution. Et d'où après le fait qu'il y a un dépassement par Dessalines. Et aujourd'hui, dans le discours qui est fait en Haïti, il y a de plus en plus de personnes qui comprennent que finalement, l'indépendance, ce n'est pas celle qui a été proclamée par Toussaint Louverture d'un point de vue juridique, militaire ou politique, mais celle qui avait été lancée par Toussaint Louverture du point de vue en fait des idées de la vision. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut se rendre autonome, autosuffisant, sortir de la dépendance. Et ce discours-là, il est en train de revenir de plus en plus dans le paysage politique haïtien, notamment dans les mouvements sociaux qui tentent de s'organiser, qui voient bien que la manière dont on veut reconstruire Haïti va ramener ce pays dans une débâcle et un désastre. Donc il y a des personnes qui travaillent sur le terrain, mais qui sont très peu encouragées par le système dominant, avec la particularité qu'Haïti est indépendant et les autres territoires ils sont portés par la France. Et ça pose pas mal de soucis et la France a beaucoup d'intérêt à rester présente, même Mayotte, Comores, on voit ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est très embêtant et c'est extrêmement grave. Parce que la France, elle est régulièrement condamnée dans les institutions internationales par rapport justement à Mayotte et Comores et elle est condamnée par les panafricains par rapport à l'occupation de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Mais le cas de Mayotte est quand même très grave parce que quand on arrive à convaincre les Mahorais que les Comoriens sont des étrangers, j'ai vu un avocat qui parle des étrangers, en l'occurrence des Comoriens. Un avocat, un illettré qui sort ça. C'est son domaine. Mais quand un avocat se permet de dire ça, c'est que le problème, c'est que le travail a été tellement fait qu'ils sont finis par se... Et devant la gendarmerie, d'autres se lèvent. L'autre, oui, il y a un qui a sorti aussi la France aux Français. Je sais pas, parce que lui, Maoré, sa France est là, le Comorien, ce n'est pas sa France. Et on nous montre ça, ils sont fiers, la France est fière de montrer ça à la télévision. Parce que ça veut dire quelque chose. C'est quand même grave. C'est beaucoup, c'est très très grave. Mais c'est pour ça que ça fait jonction avec la question de Céline. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
faire des luttes sans désaliéner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le travail n'est pas fait, on sera confronté à des difficultés parce que les gens ne comprendront pas pourquoi il faut prendre telle direction, même si c'est difficile, mais c'est la seule direction possible. Ils vont reculer. D'ailleurs, la mort de Cabral, mais Mondlane a été mort en 69 dans les mêmes conditions. On l'a fait piéger avec un colis. C'est aussi un ancien chef du Frélimo qui a été trahi, enfin qui a été retourné. On voit bien que la faiblesse idéologique, parce qu'il n'y a pas de médicament contre la trahison, d'accord? Mais quand on est suffisamment aguerri idéologiquement, on peut minimiser les possibilités de retournement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que des leaders, des figures. Il faut créer 10 000 Lumumba, 10 000 Nkrumah, 10 000 Sankara, 10 000 Fanon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une transmission, une formation permanente. Sinon, nos luttes vont se segmenter. Chaque fois qu'un leader part, 20 ans après, il n'y a plus personne. 50 ans après, ça fait des pertes de temps. Alors qu'il faut former, il faut former. Non, ça, c'est fondamental. Quand les Maoris raisonnent comme ça, vous allez au Congo-Brazzaville, entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, c'est pareil. Je suis allé dernièrement, j'ai vu comment les gens de Brazzaville étaient contents de chasser les gens de Kinshasa, parce que c'est eux qui, soi-disant, apportaient la prostitution, le vol et tout. Mais les ministres congolais sont des voleurs. C'est pas les pauvres frères. Alors, parce que Stanley est tombé de l'autre côté, de Brazza d'un côté et de l'autre, ça fait que c'est maintenant deux peuples. C'est vraiment... Voilà, on l'a vu aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand on traitait les Burkinabés hier, ce qui n'a strictement rien à voir avec le plan politique. Les Nigérians qui traitaient au Cameroun, enfin, ainsi de suite. Et ça, c'est voilà, des guerres de misère. C'est ce que j'appelle la philosophie de la misère. Oui, parce qu'on oppose sa misère à une autre. Et puis, voilà, au lieu de faire l'analyse pertinente pour comprendre quelles sont les racines. Et à ce moment-là... Il y a dans la salle un exemple, un cas d'école, c'est la Nouvelle-Calédonie. Je ne vais pas prendre la parole, mais c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est un cas, la Kanaki, c'est un cas très intéressant à étudier aussi dans les luttes de libération, puisque vous savez tous qu'ils sont dans une phase de dépendance. Ouais, et j'aimerais ajouter aussi que c'est pas seulement entre les différents pays qu'il y a un souci en Afrique, c'est même interethnique, c'est même dans un même pays. On l'a vu en Guinée, hein, entre les trois ethnies dominantes. Le nano-tribalisme. Voilà, de toute façon, il y a une logique de la différence et de la division. C'est pour ça qu'il y a une logique de l'unité, du rassemblement aussi. C'est pas que des concepts comme ça, c'est des concepts qui transportent l'esprit. Quand tu es pour la division, quand tu commences par dire, il y a le nord et le sud. Tu finiras un jour par dire, dans le sud, il y a aussi deux factions. Dans ces deux factions, tu finiras par dire que dans cette faction, il y a aussi une différence. C'est une logique à laquelle on n'échappe pas. C'est pour ça que la logique de l'unité, c'est la logique de la paix du monde. C'est-à-dire que si on est capable de réunir les Africains pour la paix en Afrique, on sera capable demain de réunir le monde pour la paix dans le monde. C'est la même logique. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui conditionne l'esprit à l'unité, au rassemblement, à éviter en fait de construire des différences artificielles, non, à ne pas nier la diversité. La diversité, elle est naturelle, mais la diversité n'est pas contraire à l'unité. Et cette question de l'ethnisme, je dis toujours ça sur le continent, quand on est pour le tribalisme, on finira bien par faire le tribalisme dans son quartier, après dans sa famille, après dans sa maison. Oui, parce que c'est un conditionnement, en tout cas. Il faut faire attention à ça. Mais bon, les Africains le vivent tous les jours. On voit bien qu'une fois que l'autre... Parce qu'on est toujours le nord de quelqu'un, le sud de quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Après, il faut voir aussi que historiquement, dans le passé, on a eu des territoires plus grands qui géraient sans problème la diversité ethnique. Et plus les territoires sont petits, plus ils ont du mal à gérer. Donc on voit bien qu'il y a aussi quand même un ensemble de conséquences qui sont liées aux juridictions territoriales. Vas-y. Oui, donc deux questions qui ne sont peut-être pas liées, mais c'est important. La première, c'est est-ce qu'on peut identifier aujourd'hui des foyers de panafricanisme en Haïti ou dans d'autres espaces outre-Atlantiques?
que ce soit dans les Caraïbes plus généralement. Enfin, est-ce qu'on peut identifier donc des organisations panafricanistes ou alors qui se rapprochent dans leur idéologie politique, sociale et culturelle d'un idéal panafricaniste, et ces organisations qu'on pourrait approcher pour commencer à concrétiser justement les espaces de... Ça, c'est la première fois. Hamzat voyage beaucoup, il connaît bien. Oui, je suis dans la Caraïbe assez souvent, moi 2 fois par an. Oui, il y a pas mal de mouvements étudiants, syndicaux, donc des aînés, des anciens, des personnes qui ont de l'expérience, qui ont souvent commencé dans le militantisme étudiant justement, qui travaillent justement sur ces questions, dans tout ce qui concerne les projets par exemple de congrès panafricain, de 8e congrès panafricain, etc. C'est souvent la Caraïbe qui a un point d'achoppement parce qu'ils sont extrêmement rigoureux. Ils ne sont pas vraiment pour la légèreté des francophones ou des autres, ils demandent vraiment de la rigueur idéologique. Et moi-même, dans certains articles que j'ai écrits pour certaines rencontres, ils m'ont repris de manière assez précise, assez pointue, ce qui montre à quel point ils prennent la chose à cœur. Maintenant, du point de vue des régimes, il y a quelques dirigeants. Ralph Gonsalves, c'est le Premier ministre de Saint-Vincent et Grenadines. Il est assez engagé sur ces questions-là. Il milite très clairement pour le panafricanisme auprès des autres chefs d'État caribéens. Cuba ne serait pas contre en tant que tel, même si je pense que la grande déception au niveau de Cuba, ça a été toujours de ne pas avoir d'interlocuteurs du côté africain qui prennent en charge de manière concrète cette question. Et à un moment, Castro avait beaucoup d'espoir en Cabral. Il voyait vraiment Cabral comme le type idéal qui aurait pu justement travailler cette unification du continent et de la diaspora. Il y a également au niveau de la Jamaïque, il y a quelques mouvements assez intéressants. Certains sont liés au mouvement Rastafari, d'autres non, qui à mon sens sont de nature à apporter des choses dans l'avenir. Parce que parmi cette jeunesse, certains accéderont nécessairement à des postes relativement importants. Donc reste à voir dans quelle mesure ils garderont cette vigueur idéologique, cette rigueur, etc. Après, quel autre endroit Barbade, pas grand-chose. Trinidad et Tobago, éventuellement, il y a des mouvements assez intéressants, assez connectés avec le Venezuela, du temps de Chavez notamment. Martinique, Guadeloupe, bon, c'est un peu compliqué, effectivement, là il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en termes de formation, en termes de conscientisation, en termes de déconnexion avec la France. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment prégnant, on est imprégné dedans. Et c'est très difficile parce qu'on est dans un monde qui est un monde de dépendance, un monde capitaliste, un monde de domination. Et même en luttant contre la dépendance, contre le capitalisme et contre la domination, on en reste imprégné. Ça aussi, c'est quelque chose qui est... Même en étant panafricain, on évolue dans un environnement où tout est contre cela. Donc, c'est pour ça qu'il faut être rigoureux. Mais on peut aussi dire que dans le cas de la LPU, notre expérience pratique, c'est qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de mouvements panafricains dans le monde qui nous contactent pour travailler ensemble. Et on remarque qu'en fait, ils sont atomisés. C'est-à-dire qu'il faut trouver des panafricanistes au Gabon, quelque part où vous ne vous attendez même pas. Ou au Sénégal, dans un village où vous ne vous attendez même pas. Des gens qui nourrissent l'idéal panafricain, qui organisent leur formation sur le panafricanisme, qui partagent des bouquins, Mais en fait, il y a tellement une atomisation, et même étant panafricain, c'est-à-dire que le problème aussi, c'est à la fois on est panafricaniste, mais c'est de comprendre le sens de l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être panafricaniste sans passer, en tout cas, pas forcément pour la LPU, mais il faut s'organiser à tous les niveaux. Parce qu'on est organisé, qu'on peut être en connexion avec les autres de façon efficace. Mais si on n'est pas organisé, en fait, on perpétue en fait, l'isolement. Des connexions individuelles, c'est bien, mais une connexion, pour qu'elle soit pratique, il faut qu'elle soit organisationnelle. Donc, il y a des panafricanistes, il y a des gens avec lesquels on est rentré en contact sans s'imaginer qu'on pouvait avoir ces contacts-là.
qui ont entendu parler de la LPU à travers un article, à travers, je ne sais pas, n'importe quel territoire. Jusqu'en Australie, nous avons eu un militant qui était en Australie, hein, qui était en train d'organiser la LPU en Australie. C'est dire que partout dans le monde, on peut s'organiser aujourd'hui. La difficulté qu'on a, en fait, c'est la question de la base. C'est-à-dire qu'on est dans des circulations, on est dans des situations de diaspora, même quand on est chez soi, qui sont très problématiques. On n'a pas de base dans laquelle enraciner nos projets. Et par exemple, il y a énormément de Jamaïcains qui sont panafricains, mais qui ne sont pas en Jamaïque, qui sont quelque part sur le continent africain, qui sont en Angleterre, qui sont aux États-Unis, tout ça. Bref, on a vraiment quelque chose qui est éclaté et qui est porté par des figures, par quelques groupes, par quelques mouvements, et qui est parfois très difficile à suivre. Moi, d'une année à l'autre, ça m'est arrivé de revenir au même endroit et de constater que les personnes qui tenaient tel mouvement à tel endroit, eh bien, ils ont plié bagages, ils sont partis s'installer ailleurs, de l'autre côté de l'île, sur une petite plage, ou alors ils ont trouvé les moyens de revenir sur le continent, parce qu'il y a effectivement de plus en plus de personnes qui, depuis la Caraïbe, reviennent sur le continent africain. Et c'est extrêmement intéressant de voir toutes les trajectoires qui sont possibles. Et la difficulté, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui permette de panoramiser le mouvement. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans des questions d'organisation et qu'on est toujours en but à la question du congrès panafricain. Il faut qu'il y ait un congrès où tout le monde se réunit, où on établit la situation. Alors comment ça se passe en Australie, comment ça se passe en Kanaki, comment ça se passe au Brésil, etc. Tant qu'on n'est pas en mesure vraiment de faire ce type d'état des lieux, ce sera toujours difficile d'enclencher la vitesse supérieure. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'organisation, qu'il faut beaucoup de temps, qu'il faut beaucoup de courriers. Et ça fait partie de l'histoire du mouvement. Dans les années 30, quelqu'un comme Padmore, il pouvait envoyer peut-être 5000 lettres par mois à différentes organisations qui étaient éparpillées un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on est dans la difficulté de relancer ces dynamiques-là. Malgré Internet. Difficulté accentuée par Internet, parce que beaucoup d'organisations n'ont pas Internet ou ne sont pas sur Internet, tout simplement. Et très souvent, on s'en retient à ce qu'il y a sur Internet, sur Facebook, etc. Alors que c'est pas plus le spectacle que le véritable militantisme. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, il faut se déplacer un peu à l'aveugle. Il faut venir à Toulouse, là. Et le deuxième volet est peut-être un peu plus sensible, donc si la question est ma droite est confuse, excusez-moi par avance. Mais c'est justement une question, je le regarde sous l'angle de l'organisation à tous les niveaux qui est nécessaire. Lorsque tu parlais d'Eugène tout à l'heure, d'Amical Cabral, qui avait utilisé l'espace initiatique pour faire une extension de sa diplomatie, de sa politique, ça m'a interrogé. Je veux dire, aujourd'hui, si on tient compte du fait, par exemple, qu'en Haïti, ils sont à la 5e vitesse sur la question culturelle, sachant que la culture se connecte à la tradition par la spiritualité éventuellement, enfin, très, très fortement, comment est-ce qu'on s'organise politiquement, donc, pour utiliser justement ces espaces culturels-là, pour réinvestir, par exemple, les champs d'initiation, pour qu'ils soient politisés déjà par l'initiation, mais sans déroger justement à la règle de la LPU, qui est de laisser la liberté à chacun d'aller dans sa spiritualité. Donc comment est-ce qu'on fait l'articulation entre la nécessité de prendre cette fenêtre culturelle-là et initiatique-là pour politiser les consciences, pour désaliéner ce qui a désaliéné jusqu'à la racine même de l'identité. En fait, si tu prends le cas du PIGC, le PIGC était parti simplement des zones rurales, exclusivement. Dans ces zones rurales, pour prendre la base et aller vers... Dans les zones rurales, la question de l'initiation est fondamentale. C'est-à-dire que si tu dis que cette initiation est archaïque, ça ne sert à rien, tu passes pas. Donc pour légitimer le PIGC, Cabral a développé une théorie qui consistait à réhabiliter les pratiques culturelles, à leur donner toute la place nécessaire et à introduire dans ces pratiques culturelles, puisqu'on passait par des prêtres qui organisaient ces cérémonies-là. Donc d'abord on les réhabilite et puis après on leur explique que dans cette stratégie, il faut moderniser, parce que sinon, vous allez être rétrograde et vous n'allez pas vous libérer des aliénés, utiliser ce que les gens
ce qui fait des gens, c'est-à-dire ce qui est leur culture, pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, quand tu regardes la situation générale, on n'est plus que dans les campagnes. Nous avons aujourd'hui des métropoles énormes en Afrique, tu vois, où des gens, la culture telle que c'était utilisé dans ces campagnes-là, n'est plus le référent principal, en fait, pour les intéresser à la lutte ou à quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, on a complètement laissé cet aspect culturel, ça existe encore, il y a des gens qui utilisent ça, et ainsi de suite. Mais il y a des mouvements panafricanistes, par exemple aujourd'hui, qui considèrent que si on n'est pas converti, je n'ai pas reconverti, mais reconverti, hein, c'est ça. Si on ne se reconvertit pas, on ne se reconnecte pas à la spiritualité ou à la religion africaine, on ne peut pas réussir sur le plan politique. C'est un débat. C'est un débat. Il faut discuter de ces questions. Nous sommes d'accord qu'il faut réhabiliter, il faut redonner à la spiritualité africaine sa place, mais est-ce que c'est la condition sine qua non pour pouvoir avoir la conscience historique et politique? Ça pose des questions. Ça pose des questions. Je disais avec Hamza dans notre discussion que toute l'Afrique n'a pas été complètement acculturée sur le plan religieux. Si on fait le Veng aujourd'hui au Gabon, si on fait encore le vaudou au Bénin, ça veut dire qu'il y a encore, et la colonisation n'a pas pu tout acculturer. Est-ce que là où il y a eu ces cultures-là qui sont restées protégées, tout ce qu'on veut, est-ce que les Sankara, les Lumumba sont sortis de là? Les Sankara ont été baptisés. Les Lumumba a fait l'église, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier à l'homme, quel que soit le degré d'aliénation, les ressources propres de pouvoir trouver les moyens de se libérer, quel que soit le niveau d'aliénation. C'est-à-dire où c'est la fin de l'histoire, comme disait l'autre. Je ne crois pas à ça. C'est-à-dire nous avons tous en nous, dès lors qu'on a soit la conscience religieuse, soit la conscience historique, soit la conscience culturelle, tout ce que l'on peut développer chez l'homme, qui lui fait poser des questions fondamentales, aboutit, si c'est bien fait, nécessairement, à la justice sociale. Ou bien une justice sociale. Donc je pense qu'il faut toucher ce qui... Aujourd'hui, quand tu prends un jeune de Bamako, un jeune de Brazzaville, ou bien je ne sais pas quoi, ils subissent des violences symboliques et des violences concrètes. Il faut utiliser ces éléments-là qui parlent à ces jeunes-là. Et dans les villages ou dans les côtes et tout, utiliser les éléments culturels qui restent encore vivaces, ainsi de suite. Donc il faut adapter de telle manière que ça touche sa conscience à un tel niveau qu'il puisse trouver les ressources pour pouvoir se battre et en finir avec. Mais si on ne voit que l'aspect religieux et spirituel, non, je développe juste l'argumentation. Si on ne voit que l'aspect religieux et spirituel, je crains que ça ne soit plus l'élément principal qui va réveiller, qui va soulever, en fait, voilà. Donc, non, il faut utiliser tous les leviers, et culturels, et historiques, et spirituels, mais il ne faut pas n'avoir que, sinon on n'aurait pas eu Sankara. Hein.